Bonjour à tous, je suis David Guillochot, je suis très content de vous accueillir tous et toutes pour ce webinaire pour lequel j'ai le plaisir d'accueillir Cécile. Bonjour Cécile. Bonjour à tous. Ravi aussi d'être avec David pour cette séance. Merci beaucoup. Les participants viennent de Paris, Marseille, Brest. Voilà, c'est super. Bienvenue à tous, c'est magique. Ça marche comme ça. Oui, non, et puis c'est toujours, voilà, ça fait plaisir de pouvoir échanger aussi rapidement, aussi simplement avec vous. Donc ces webinaires sont là pour vous apporter effectivement des choses. On espère que ça sera le plus utile pour vous, que ça vous ouvrira peut-être de nouveaux horizons, que peut-être que ça confrontera un certain nombre d'avis ou d'idées ou de retours d'expérience que vous avez pu avoir. Voilà, le but de ces webinaires qu'on appelle de la ZES communauté, c'est justement de pouvoir vous apporter des éléments avec des partenaires. Et c'est pour ça que je suis très heureux d'adresser ce sujet qui est au cœur même un petit peu de l'histoire de Zest, hein, qui est l'écoute des collaborateurs avec Cécile. Et donc oui, le sujet d'aujourd'hui, c'est bien l'écoute des collaborateurs, où on va un petit peu vous faire, j'espère, voyager rapidement, peut-être discuter de nouvelles missions que vous pourriez avoir dans vos organisations pour les rendre plus épanouissantes et performantes, en passant d'un dispositif assez classique d'écoute annuelle des salariés à un dispositif plus adapté au jour d'aujourd'hui. On va vous faire découvrir comment avec Cécile. Donc, bienvenue à tous. Donc, sur la logistique, on est sur à peu près une demi-heure d'échange avec Cécile, ponctué éventuellement de questions et de retours d'expérience que vous pourrez partager en ligne en utilisant le chat. Et puis de toute façon, à la fin, promis, on gardera du temps pour approfondir les échanges s'il y en avait besoin. Donc n'hésitez pas. Voilà, je vous propose pour introduire un petit peu qui nous sommes, pour ceux qui sont peut-être nouveaux dans ces sessions, c'est de présenter nos deux entreprises. Alors, on a une caractéristique, effectivement, c'est qu'on est vraiment partenaire depuis déjà quelques années, même si Zest a été créé depuis plus récemment que OBA. Et donc, l'idée au départ, hein, c'est vraiment de pouvoir associer ce qui est nécessaire finalement pour le sujet dont on va aborder, à la fois d'avoir un outil digital qui soit le plus performant possible, avec un accompagnement le plus ajusté possible en fonction de vos besoins. Et donc, c'est cette alliance d'OBA et de ZES que nous avons le plaisir d'avoir depuis plusieurs années. Et donc, c'est pour ça que je suis encore plus ravi cette fois-ci de le faire avec toi, Cécile. Donc, rapidement, je te laisserai te présenter OBA rapidement. ZES, pour ceux qui découvrent, donc ZES est une société vraiment en mode start-up depuis 5 ans, qui a développé une solution digitale, qui est une solution vraiment développée pour accueillir. J'ai de l'écho, je ne sais pas si c'est pareil pour toi, Cécile. Désolé, qui vraiment a été créé pour adresser de manière assez puissante et assez moderne, actuelle, on va dire, et d'aller au-delà de un simple sondage, la problématique, ou en tout cas le challenge, la formidable mission de rendre les organisations plus épanouissantes et performantes en écoutant, en engageant mieux les collaborateurs. Et on a là le plaisir d'avoir des retours d'expérience maintenant de plus de 150 dispositifs d'écoute qui ont été déployés. Ça fait partie de ce que j'aurai le plaisir de partager avec vous. Cécile, est-ce que tu veux bien présenter rapidement Ria? C'est ça. Voilà. Donc bonjour, je suis Cécile Mériot, je suis directrice de projet dans une entité qui s'appelle Écoute et Engagement. Donc c'est bien à propos. Hein, en effet, chez OBA, c'est un cabinet de conseil. Notamment avec une expertise quand même assez ancienne autour de tout ce qui est expérience collaborateur, écoute interne. Par exemple, nous sommes référencés notamment par l'ANACT, hein, quand on va adresser des sujets autour de la qualité de vie au travail, par exemple. Nous avons des consultants chez nous qui sont à la fois expérimentés, pointus sur les domaines d'engagement, qualité de vie au travail. Donc, par exemple, on a des psychologues du travail, des sociologues, coachs, et puis on travaille et donc on a une base de données de référence. Donc ça, c'est important parce que
à un moment, vous pouvez avoir besoin d'une référence de benchmark qui comprend quand même 350 000 salariés représentés et qu'on actualise tous les 6 mois au fur et à mesure. Voilà. Et donc ça vous donne des normes. Et ce qui est vraiment important dans cette alliance, et ce qu'il faut retenir, c'est qu'en effet, avec Zest, on a, et en tout cas on propose un dispositif qui est complètement adapté aux demandes assez fréquentes et de plus en plus prégnantes, et la possibilité aussi ensemble d'accompagner non seulement l'ingénierie globale d'une démarche d'écoute, parce que voilà, mais aussi de pouvoir vous aider à agir là où c'est vraiment nécessaire. On va y revenir, et bien sûr, c'est le développement de ce matin. Super, merci Cécile. Donc pour ceux qui nous ont rejoints depuis le début, n'hésitez pas à utiliser le chat pour dire d'où vous venez et bien entendu de poser des questions, partager vos avis, vos commentaires, vos expériences. Je te propose de commencer assez simplement en se disant mais pourquoi on se parle aujourd'hui de ce sujet et aussi quelque part pourquoi OBA a investi ce domaine-là, cette problématique de l'écoute des collaborateurs, comme d'ailleurs Zest l'a fait depuis sa création. Alors, le pourquoi, il est clair. D'abord, aujourd'hui, l'écoute des collaborateurs, c'est quelque part un peu la respiration d'une entreprise. On ne peut pas donner des ordres en permanence et dire, voilà, comment on fait son travail et avoir quelque chose qui serait complètement sclérosé. Aujourd'hui, comme on le fait d'habitude dans notre vie du quotidien, et l'entreprise a intérêt à pouvoir avoir un dispositif d'écoute de ses collaborateurs. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, d'abord, il y a une forme de symétrie des attentions qui existe et qui se fait par rapport notamment à la satisfaction client. Oui, vous demandez sans doute la satisfaction ou le niveau de satisfaction de vos clients, de vos usagers, voilà. En face, par symétrie, quel est le niveau de satisfaction des collaborateurs. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est un premier niveau. En fait, on va aller chercher à adresser ce sujet d'écoute pour vraiment plusieurs raisons. Pour connaître d'abord l'état d'esprit interne. Alors, comment on est aujourd'hui? Comment on se sent? On sait très bien, en plus, cette année, avec tout ce qu'on a vécu, quel est le moral des collaborateurs? Comment est-ce qu'ils se sentent? Est-ce qu'ils sont prêts à donner le meilleur? Ça, c'est l'engagement. D'ailleurs, on notera, les salariés engagés, c'est quand même 17% de plus en productivité. Ça, c'est selon les études de Gallup notamment. Donc, il y a vraiment tous ces sujets qui sont adressés. On n'est pas uniquement sur la qualité de vie de travail, et d'ailleurs, on n'est pas en train de se demander si simplement vous allez bien, mais comment les collaborateurs comprennent, intègrent un changement. Ça, c'est important dans la dynamique de changement. Comment ils se sentent dans l'engagement vis-à-vis de leur organisation ou de leur entreprise, comment ils sont. Donc, toute la problématique d'engagement, elle est en effet adressée et c'est très important pour un COMEX ou un comité de direction de savoir à quel point les collaborateurs sont là, présents. On doit avoir aussi toutes ces problématiques qui sont autour, après plus largement, baromètre social, climat social. En fait, ce qu'on fait, in fine, c'est pas juste de la mesure, c'est aussi de la mesure parce qu'on va vouloir mettre en place les plans d'action là où c'est nécessaire. Ça veut dire pas forcément partout pour tout, mais parfois de façon ciblée. Et c'est là qu'il faut vraiment un bon outil pour avoir une bonne mesure qui va permettre d'être très précis. Alors, vas-y. Non, mais juste après, pour enchaîner avec le sujet suivant, il faut quand même savoir… Dans ce cas-là, juste, je peux rebondir sur ce que tu viens de dire, un peu sur le pourquoi et compléter. Effectivement, c'est vrai qu'on dit d'ailleurs que écouter, c'est déjà commencer à répondre. Et c'est vraiment de créer une dynamique, comme tu l'as dit, de progrès. Qui est important parce que on n'est pas des ressources, même si on nous appelle les ressources humaines, où on nous mesure, on arrive à nous comprendre uniquement par des cas euros ou des temps de présence dans l'entreprise ou des types de contrats. Et donc c'est vraiment toute cette partie émergée de l'iceberg de cette fameuse ressource humaine très particulière quand même et très importante que l'écoute a besoin d'apporter des éléments puisqu'on sait qu'on ne manage que ce qu'on mesure. Et donc, c'est ça l'objectif de l'importance de l'écoute des collaborateurs.
Et Je du coup, propose c'est de nous faire un point justement sur un peu la pratique, on va dire classique, qui est, on va le découvrir, qui est déjà assez installée depuis longtemps dans les entreprises. En fait, c'est ça, c'est que c'est tellement important que c'est pas nouveau. En fait, c'est pas nouveau, ça a déjà presque une centaine d'années quand on regarde bien. Déjà aux États-Unis, donc notamment dans l'industrie au début. Après, quand c'est venu en France, je dirais à peu près il y a 25-30 ans, donc c'est pas nouveau non plus. Beaucoup porté au départ, il faut dire, par les normes qualité. En fait, on faisait au départ de la mesure de la satisfaction des collaborateurs comme on faisait la satisfaction client et pour répondre aux normes FQM ou des normes qualité. Donc voilà, c'est quand même, c'était assez limité. On n'en était pas aux dispositifs aujourd'hui qui sont vraiment dans de la personnalisation, dans de l'accompagnement managérial. Aujourd'hui, on va faire de l'écoute interne parce qu'on pense souvent, enfin voilà, qu'il faut que les managers ont en tout cas une part à prendre dans les actions qui vont en découler. Alors voilà, donc ça c'est important de savoir que c'est vraiment pas nouveau. Après, les enquêtes ont une forme, et ça existe encore aujourd'hui, elles sont souvent assez larges. En fait, ce qu'on voit le plus souvent et qui existe, mais qui est en train de changer avec l'évolution des pratiques, c'est qu'on avait souvent un dispositif avec un questionnaire qui arrive tous les 2-3 ans, donc relativement régulier, et encore pas toujours, et assez complet. C'est-à-dire que c'est vraiment, on va toucher beaucoup de sujets, 50 questions en moyenne, mais je l'ai déjà vu et je le vois encore à près de 80, 100 questions ou dépasser les 100 questions. Quelque chose qui est finalement assez lourd, et lourd à tel point qu'on n'a pas envie de le faire tous les ans. Donc parfois, ça s'est même étalé sur plusieurs années et avec une fréquence, voilà, 2-3 ans. Et puis, avec 2 principes, ou même 3 principes fondamentaux, ça qui existe toujours, c'est quand même souvent un rendez-vous avec les partenaires sociaux, et les démarches d'écoute se font souvent en partenariat avec les partenaires sociaux, même aujourd'hui, et quel que soit le dispositif que vous avez. Une garantie de l'anonymat à 100%. Pour ce type de baromètre, c'est complètement adapté. L'anonymat à 100%. On va voir qu'aujourd'hui, on peut aussi questionner les collaborateurs sans forcément qu'ils soient anonymes, notamment quand on va leur demander des idées ou des propositions. Et puis, une volonté de benchmark. Donc ça, c'est vrai que ça reste, mais simplement, la mesure, elle évolue. Et elle est pensée pour être justement peut-être des sujets qui étaient beaucoup à traiter. C'est-à-dire, voilà, on va voir, pensez bien que dans 80 questions, on va traiter beaucoup de sujets. Concrètement, le travail au quotidien, le management, la communication interne, la perception de l'avenir, de la stratégie, la problématique de la confiance. Tout ça, ça fait beaucoup. Alors, c'est pas inutile parce que, et régulièrement, on a quand même besoin d'avoir une photo relativement complète et qui permet des analyses sociologiques d'une organisation à un moment donné. Mais ça donne quand même beaucoup de sujets à traiter. Ça donne quand même un outil ou du moins une mesure quand même très top-down, quoi. C'est quand même très institutionnel et souvent la direction, propose se met à l'écoute. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui parfois peut être réfléchi. On peut avoir des demandes un peu différentes, on va le voir. Des délais d'enquête qui peuvent prendre du temps, c'est-à-dire que le délai de traitement d'un questionnaire très large peut être parfois un peu long. Ça se compte en semaines, voire en mois parfois, mais c'est quand même plus souvent en semaines. C'est une photo d'instantané, ça reste une photo, ça n'est pas un film. Donc, on a une mesure qui est prise à un moment donné, qui est très utile pour avoir certains plans d'action, mais pas toujours, notamment quand il y a des dynamiques de changement ou d'évolution. Et puis, c'est pas un monitoring rapide, ça c'est sûr. On peut pas savoir en faisant une enquête tous les 3 ans, ça suffit probablement pas pour savoir ce qui se passe entre-temps. Or, entre-temps, l'entreprise, elle bouge et elle avance. D'où la mesure qui nécessairement évolue de plus en plus et qui a besoin justement de diversifier et de s'implémenter pour se transformer elle aussi, voilà, en fonction
de toutes ces évolutions. Et justement, ce qu'on a constaté, c'était que ces derniers temps, on a vu la confirmation, on va dire comme on va dire jamais on aurait peut-être pu l'avoir, de ce fameux monde VUCA dont vous êtes peut-être familier avec cet acronyme. Hein. C'est un monde très volatile, très incertain, très complexe, très ambigu, où voilà la perception ou l'analyse peut être assez diverse en fonction de la culture, du moment, etc. Donc c'est une appréhension du monde dans lequel une entreprise, des collaborateurs agissent, qui est très très compliqué. Et on l'a vu de manière assez éclatante, malheureusement, avec la crise de la Covid, qui a remis beaucoup de choses en place, avec une incertitude, avec des dispositifs qui étaient différents en fonction des pays, des situations, des positions gouvernementales. Et donc, les activités ont été impactées de manière différenciée selon les choses. Et il a fallu s'adapter de manière totalement extraordinaire, puisque ça touchait tous les collaborateurs, le business, la façon d'aller au travail ou pas. Et donc, vraiment, les organisations ont dû se reposer, en particulier sur les premières lignes, celles qui sont effectivement qui vont délivrer ce qu'on appelle l'activité essentielle dans une entreprise, et tout ça dans un contexte où tu l'as évoqué un peu en filigrane, où les collaborateurs ont petit à petit été aussi dans un marathon psychologique, sanitaire, qui les a forcément affectés. Il y a eu des reconsidérations de la position par rapport au travail, au bureau, par rapport au télétravail. Il y a eu des positions même qui ont été jusqu'à j'ai envie de changer de lieu, de région, beaucoup, et même d'avoir du sens dans mon entreprise par rapport à mon activité qui me fait prendre des risques par exemple, sanitaire pour aller travailler. Et donc tout ça a vraiment cristallisé beaucoup finalement sur cette fameuse ressource qui peut avoir des états d'âme, qui n'est pas stable dans le temps. Et bien, et ça a amplifié le besoin d'écoute par rapport à eux et elles, mais aussi par rapport à la nécessité d'adapter l'entreprise, son business model, sa stratégie, avec des transformations. Bien entendu, il y a une accélération de l'accélération digitale, mais au final, même si c'était parfois très outil, très réseau, c'était d'abord des usages et des transformations humaines sur la manière de manager, la manière de collaborer, de partager, d'avancer sur l'activité, même si on n'est pas physiquement parfois ensemble. Et donc, clairement, en plus de tout ce que tu as dit, Cécile, c'est vraiment en plus la nécessité de se doter d'un outil de pilotage, quelque part RH, qui soit plus fréquent, tu l'as évoqué, plus agile, plus orienté vers l'action et vraiment au plus près des besoins du business et du terrain, j'ai envie de dire, qui a vraiment nécessité que on se pose encore plus la question et plus souvent et plus intensément de la manière dont on pilote les ressources humaines quelque part dans une organisation. Et le dispositif d'écoute collaborateur en fait bien entendu partie, en plus du contrôle de gestion RH, si je peux dire, qui existe et qui est en général plutôt bien équipé. Donc, ce qu'on peut faire maintenant et ce qu'on vous propose en fait dans cette prise de parole, dans ce webinaire, c'est de voir tout simplement comment on peut aller au-delà et comment se projeter vers un dispositif qui soit plus adapté. Et ce qu'on vous propose, et en particulier à la fonction RH, c'est d'être les architectes de ce dispositif d'écoute collaborateur qui aura comme caractéristique générale de pas être que, on va dire, RH par et pour la RH. C'est là où cette mission d'architecte, on va dire, est intéressante, c'est qu'elle doit être positionnée, à notre avis, vraiment dans une logique de business partner et pas d'expert, on va dire, relations sociales ou uniquement QVT. Elle doit être prise effectivement dans un ensemble pour pouvoir l'intégrer dans tous ces challenges que l'on a évoqués précédemment. Elle doit aussi, et c'est très très important, être inclusive, c'est-à-dire que le dispositif d'écoute collaborateur doit aussi bien mesurer les gens qui sont au siège que les gens qui sont en Malaisie, si vous avez des collaborateurs en Malaisie ou au fin fond des États-Unis, qui sont éventuellement dans des magasins, dans des entrepôts, qui n'ont peut-être même pas d'email professionnel. Donc, il faut vraiment pouvoir adresser cette problématique d'architecture avec cette ambition d'être très inclusif et de prendre en compte l'ensemble, y compris peut-être les personnes on a des clients avec des collaborateurs qui ne parlent pas forcément très très bien ou ne lisent pas très très bien. Et donc, il faut pouvoir s'adapter pour pouvoir en prendre en compte un certain nombre de choses. Il faut aussi, on le voit dans l'approche que tu évoquais un peu historique, trouver un équilibre
Et c'est votre cocktail, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de recette miracle, il y a un cocktail à trouver en fonction de là où vous en êtes et de votre évolution entre l'approche très top-down, effectivement, d'une enquête globale qui s'impose entre guillemets à tous, avec des initiatives, des dispositifs d'écoute qui vont plutôt être à la destination, enfin en tout cas à l'initiative des collaborateurs, bien entendu, des managers de proximité. Voir comment vous allez gérer entre le rythme d'écoute. Ce qu'on est sûr, c'est que la photographie, c'est une technologie qui est un peu obsolète. Alors, elle est bonne à certains moments pour avoir une vision donc très très approfondie, mais elle ne rendra pas la dynamique de l'organisation humaine. Et donc, il faut passer à une mesure qui lui permet effectivement d'avoir ce côté dynamique de la vidéo quelque part. Comme elle l'a très bien rappelé, Cécile, il faut que l'action soit vue comme étant le but. Voilà, la mesure pour la mesure n'est pas l'élément. Il faut toujours privilégier l'action et donc peut-être moins mesurer pour agir plus facilement et mieux, notamment. Et au final, dans cette action, c'est alimenter et stimuler aussi et faire développer les pratiques managériales, les actions managériales pour justement, parce qu'ils sont des relais, ils sont des acteurs essentiels de l'engagement des collaborateurs et quelque part de l'écosystème de progrès qui va se mettre à travers ce dispositif d'écoute. Voilà, donc c'est vraiment pour vous dire que l'enquête annuelle salariée ou pluriannuelle était vraiment un exercice assez bien déterminé. Et là, on vous ouvre quelque part un champ où voilà, il faut ouvrir un petit peu la planche à dessin pour pouvoir devenir ces architectes du dispositif le meilleur possible pour votre entreprise en fonction de qui elle est, de ce qu'elle veut faire. Et pour vous aider, je propose avec Cécile de voir quelques ingrédients, quelques briques de ce dispositif qui, à notre avis, devrait se retrouver dans tous les nouveaux dispositifs d'écoute collaborateur. Exactement, et qui dit architecte dit ingénierie. Et en fait, c'est vrai qu'on pense avec David qu'il faut penser, une fois qu'on a accès à ces outils et à ces mesures, il faut ensemble vraiment réfléchir à les articuler le plus intelligemment possible pour ne pas sursolliciter des collaborateurs, pour ne pas poser des questions sur lesquelles peu d'actions seraient possibles à mettre en œuvre. Et donc, faire bien attention à orchestrer l'ensemble pour avoir un dispositif d'écoute le plus efficace possible et surtout qui répond à vos objectifs. Alors, c'est vrai qu'il y a 5 composantes clés qui sont importantes. Le premier, c'est, on ne dit pas exit le baromètre annuel ou etc. C'est pas ça. Bien nécessaire. Simplement, cette enquête-là, qui est une enquête annuelle ou biannuelle, enfin bon, après, ça à voir avec les uns et les autres, reste la colonne vertébrale du dispositif d'écoute. Pourquoi? Parce qu'en effet, souvent, ça reste une photo complète qui s'analyse d'un point de vue stratégique d'ailleurs, qui s'adresse souvent quand même à un comité de direction, un comité exécutif et qui va permettre de placer à son niveau d'infléchir ou d'ajuster des politiques d'entreprise. C'est pour ça que ça sert. On ne va pas aller demander tous les mois si on comprend la stratégie, sauf si elle est en train de changer. Mais voilà. Donc, typiquement, on va avoir un dispositif avec une colonne vertébrale d'une enquête relativement complète, annuelle, qui perdure, qui doit être identifiée et qui doit surtout avoir l'usage et aller au bout de l'usage qu'elle doit avoir. Donc, ça, c'est un premier point. Deuxième point, en effet, il y a des ingrédients, on se dit l'anonymat. Alors, voilà, l'anonymat. Oui, le baromètre annuel, on recommande qu'il soit anonyme parce que là, c'est vrai que ce qu'on va chercher, c'est une perception, c'est une représentation d'une réalité qui se passe et c'est ça qu'on va aller analyser. En revanche, c'est vrai à un moment, et c'est pas vrai tout le temps, parce que parfois, il faut aussi savoir parler sans être protégé par l'anonymat. Par exemple, si on vous demande de répondre à un défi, de proposer des solutions ou de contribuer à un projet, on peut choisir de lever l'anonymat pour ça. Donc ça, c'est important quand on est connecté de se dire, oui, on peut aussi contribuer à un dispositif d'écoute dans une certaine mesure en levant l'anonymat. C'est possible.
Alors, on le lève jamais a posteriori. C'est bien sûr un contrat, voilà, dans les mesures qui sont faites et dans concrètement les enquêtes qui sont faites où l'anonymat ne serait pas la seule façon de répondre. Et bien entendu, c'est un choix éclairé que prendra le collaborateur. Et donc, quand il répondra, il devra à l'avoir compris que c'est la règle du jeu et la confirmer à la fin pour être sûr que le contrat de confiance et son choix sont déterminés. En fait, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on peut proposer dans l'ingénierie de vous proposer la liberté de dire que tel dispositif pourra être anonyme ou pas. Et c'est vrai que là, on vous aide quand on parle de cette ingénierie d'architecture, c'est ça. C'est qu'est-ce qui serait possiblement anonyme ou pas. Après, le collaborateur peut décider, en effet, d'y répondre ou pas. Mais voilà, en tout cas, cette souplesse, elle existe et elle est quand même intéressante parce que ça va ouvrir des possibles dans l'ensemble du dispositif d'écoute. Et puis j'ai envie de renforcer en disant si votre objectif il est vraiment de développer la culture du feedback, la liberté quelque part de la parole, l'anonymat est un peu, on va dire, la mesure extrême. C'est tu as peur, on te protège. Si on arrive à créer un climat de confiance, et certains de nos clients ont réussi, et c'est vraiment extraordinaire de les voir, et ça rend humble de les voir faire, ou sur des sondages de ce type-là, ils, quelque part, imposent la règle du non-anonymat avec des taux de participation. Mais ça repose sur une culture et une confiance qui a été effectivement évaluée, sécurisée, et ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. L'autre élément qui est important, c'est de toucher les populations, comme on l'évoquait, qu'on appelle non connectées, c'est celles qui sont sur le terrain, qui n'ont pas un ordinateur, qui n'ont peut-être pas d'adresse email professionnelle, et donc il faut pouvoir sonder ces personnes-là, en tout cas recueillir leur feedback, et là il y a plusieurs dispositifs qui écoutent, mais ça fait partie de cette ingénierie que tu évoquais. C'est ça. Et puis, le troisième point, c'est en effet de pouvoir avoir la possibilité de compléter le sondage, le sondage un peu top-down ou sur lesquels on voudrait mobiliser l'ensemble des collaborateurs. Alors, quand je dis top-down, ça peut être aussi flash. Aujourd'hui, on fait beaucoup d'enquêtes pulse ou d'enquêtes flash, c'est-à-dire sur un sujet donné, sur une population donnée. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui aujourd'hui peuvent être utiles. Il faut être honnête, en 2020, beaucoup d'organisations, c'est sans doute votre cas, ont fait des sondages sur la façon dont les collaborateurs vivent le télétravail. Donc, on a besoin d'avoir un sujet précis et de l'investiguer. C'est vrai que dans le dispositif d'écoute, c'est quand même intéressant de pouvoir compléter le sondage par, tel qu'on l'imagine, justement par des outils ou des interactions qui peuvent être à la demande, directe en fonction de ce que vous voulez faire. Et puis le quatrième point, je vais continuer, c'est de dire que aussi on a besoin dans l'outil d'écoute de pouvoir améliorer, d'avoir un process d'amélioration continue, de proposition ou d'entraide, et d'avoir de l'interaction entre les répondants d'une même équipe ou inter-équipe, par exemple, ou entre communautés de collaborateurs, par exemple, ceux qui viennent de rentrer dans l'entreprise et qui vont partager leur expérience de collaborateur ou l'intégration pendant la période pendant les 6 premiers mois où ils sont là. Donc ça peut être aussi un usage. Et puis, moi, j'ai pas de support, je ne sais pas si vous suivez. Et le 5e point, il y avait 5 points, c'est vraiment de se mettre au service du pilotage stratégique de l'entreprise parce que une mesure, ça reste une mesure et elle doit servir à implémenter, à compléter, à enrichir une stratégie d'entreprise beaucoup plus large. Bon, désolé pour les petits soucis techniques, mais c'est la réalité des directs et des connexions à distance. Je pense que vous le vivez de temps en temps. Donc là, vous avez à nouveau, je pense, le support qui récapitule ces différents points. Merci Cécile d'avoir tenu le manche, comme on dit, malgré l'absence de tout ça. Donc pour synthétiser, pour compléter effectivement ce que tu as dit, c'est l'idée du sondage à la demande ou des interactions à la demande, c'est de dire
pourquoi attendre la date de l'enquête pour savoir ce que pensent les collaborateurs et c'est clair que si vous voulez identifier de manière assez, on va dire, organique presque, un peu en temps réel, les éléments, peut-être les signaux faibles et les éléments qui vont vous demander peut-être d'agir de manière proactive sans avoir forcément prédéfini cet agenda, eh bien, il faut par exemple pouvoir partager son humeur ou pouvoir escalader un certain nombre d'éléments et puis donner de l'autonomie aux collaborateurs, en particulier managers, pour que eux-mêmes peut-être définissent des rituels, fassent des enquêtes pour être au plus près de ces besoins. Et au final, même si ces usages sont micros, en plus de la fameuse enquête annuelle un peu colonne vertébrale, c'est de remettre effectivement une vision 360, une vision stratégique qui va consolider un peu toutes ces informations et éclairer les comités de direction, notamment ou à des moments critiques, alors de crise dans certains cas, ou de transformation qui sont importantes à réussir, de fusion-acquisition, enfin d'intégration de nouvelles organisations, de lancement de nouvelles offres ou nouvelles stratégies commerciales qui vont impacter l'ensemble des collaborateurs. Voilà, par exemple. Donc, et ça, c'est vraiment le voir, comme on le disait tout à l'heure avec Cécile, de voir ce dispositif d'écoute comme un dispositif RH partner du business et pas comme finalement, enfin, et ça veut pas dire qu'il n'y a pas la problématique et bien entendu le questionnement autour de la QVT, de la santé au travail. Ça fait partie de ces éléments, mais il faut avoir le bien-être et le bien-faire et quelque part aussi intégré à ce dispositif. C'est ce qui en donnera aussi la légitimité et l'intérêt pour les managers de proximité, voilà, en particulier qui, eux, ont besoin de ces éléments aussi. Alors, pour finir, et n'hésitez pas à partager vos retours d'expérience sur le chat et vos questions. On a apporté 2 éléments complémentaires un peu sur comment nous, on se mobilise ensemble, Cécile, pour être voilà, à vos côtés en tant qu'architecte d'un dispositif personnalisé et performant. Exactement, et c'est ça toute l'originalité quand on travaille ensemble, en effet avec Zest, avec David en particulier et ses équipes, c'est que en fait cette mesure qu'on vous a décrite, qui peut être en effet multiforme, on a vu qu'elle pouvait être variée. D'abord, on doit garantir la cohérence d'ensemble de toute cette mesure. C'est pas anodin que de dire on va laisser à tous les managers la possibilité d'interroger leurs équipes, voilà. Donc l'ingénierie d'ensemble, c'est vrai qu'elle est pensée pour vous, elle est pensée avec vous, et elle est pensée aussi pour qu'on puisse avoir des actions ciblées derrière. Par exemple, à la suite de ce dispositif d'écoute, eh bien, on vous construit une synthèse qui va permettre d'éclairer au niveau groupe global, donc plutôt à la direction d'un COMEX et d'une DRH sur un plan stratégique, qui va permettre d'aider à aligner les acteurs. Un COMEX, par exemple, sur la perception d'un changement, la vision qu'ils ont. Donc, on a tout cet accompagnement de la transformation, du plan stratégique, des valeurs ou de la politique RH. Ce sont par exemple des actions ou des missions qui peuvent découler d'un dispositif d'écoute bien fait. Si on descend en cran en dessous, on est au niveau, par exemple, dans une structure d'une direction, on va intervenir, par exemple, pour aider à l'interprétation des résultats. On se dit, c'est facile, on a un graphique. Oui, on a un graphique aussi bien fait qu'il soit. L'interprétation qu'il y a, ce qui se joue au sein d'une équipe, il faut pouvoir en parler, il faut pouvoir l'analyser. Donc, on va faire en mode coaching, typiquement, avec des directions, voire avec des managers, travailler l'interprétation des résultats et travailler un plan d'action spécifique à la direction et dont la direction a la main en termes de décision. Donc, on va essayer d'aller trouver localement, de façon ciblée, les actions qu'il faut là où il faut et là où le pouvoir de décision est bien centré et bien maîtrisé. Si on descend un cran en dessous, par exemple, auprès de managers, et on pourrait aussi descendre auprès des équipes, parce qu'on accompagne aussi des équipes, parfois en mode coaching d'équipe ou autre, eh bien, on va travailler un accompagnement renforcé d'un manager ou de ses équipes en mode coaching ou coaching vraiment, en co-développement ou autre, ou gérer un changement, aider au changement. Et tout ça sur la base de la mesure qui aurait été faite parce qu'elle aurait été justement pensée pour être cohérente, c'est-à-dire activable autant au niveau stratégique, COMEX d'entreprise, qu'au niveau local d'un manager, voire d'une équipe. On a moyen de zoomer
sur une équipe. Et c'est là qu'il y a tout l'intérêt de ce dispositif, c'est d'avoir le meilleur de la mesure avec le meilleur de l'accompagnement pour que vous ayez le plus d'efficacité possible. Oui, et d'ailleurs, souvent on nous demande, mais l'outil, il doit faire des recommandations automatisées pour que le manager automatiquement il sache ce qu'il a à faire, etc. Alors, il y a des choses qui existent, mais clairement, systématiquement, on leur dit, mais c'est une vraie fausse bonne idée. Parce que, d'abord, ça voudrait dire que le management est tellement facile qu'il suffit d'avoir une feuille Excel, en gros, un petit peu intelligente pour pousser la bonne action, que tout le monde va être géré de la même façon. Hein, une entreprise du retail, comme on a comme client But, par exemple, Chantel, ou Eram, ou Damar, va être gérée comme ANJ, EDF. Vous imaginez que les cultures d'entreprise, les métiers sont très très différents. Et donc voilà, il faut vraiment se prémunir du prêt-à-porter qui peut être très dommageable. Vaut mieux en faire moins, comme on l'a déjà évoqué, mais le faire de manière bien ciblée, donc faire le bon choix, et de manière approfondie qui embarque effectivement dans une dynamique de progrès. Et là, effectivement, l'outil digital va aider à différentes étapes, notamment pour monitorer l'impact de ce qui va être fait, et puis pouvoir dire, tiens, on a peut-être ce département, cette équipe qui a peut-être un peu plus de mal que les autres en termes de dynamique de progrès, et donc peut-être avoir justement une action d'accompagnement, d'identifier un besoin d'accompagnement avec OBA qui soit renforcé peut-être sur cette population, d'alimenter aussi par le partage de ce cadre un petit peu d'écoute qui va être régulier et donc sur lequel, par exemple, on va avoir des questions un peu structurantes avec nous, ce qu'on appelle notamment les axes et les leviers de l'engagement. Eh bien, on va créer un corpus de dialogue, d'échange de bonnes pratiques, de développement des managers pour justement régulièrement identifier les bonnes pratiques pertinentes dans ces secteurs et puis pour stimuler ce dialogue avec des actions de co-développement. L'outil, le digital qui est votre allié, c'est aussi de pouvoir pas seulement vous mettre des statistiques par rapport à des réponses en choix, on va dire prédéfinies, qui est une bonne technique et qu'il faut utiliser, mais qui est pas suffisante. Il faut pouvoir ouvrir, on va dire, le champ du possible et poser des questions dites ouvertes et donc avoir de l'analyse sémantique qui vous permet d'analyser ça. Et ça, c'est vraiment important d'être toujours un peu dans ce côté. Et là, c'est un exemple de top-down, une question structurée auquel on a pensé, on sait qu'on veut avoir cette réponse-là. Et puis, bottom-up, on fait aussi des questions où c'est à eux, quelque part, de s'exprimer, peut-être de nous alerter, de nous détecter, aider à détecter des choses auxquelles on n'avait pas, nous, pensé au niveau de l'ingénierie de ce questionnaire. Donc, c'est là la technologie en masse, entre guillemets, va pouvoir le faire à l'échelle, comme pouvoir le faire via mobile ou via PC. Donc, vraiment, le digital, et c'est mon message, n'est pas celui qui va vous déresponsabiliser de passer à l'action, d'accompagner le changement, mais il va vous faciliter énormément la logistique et il va vous supporter tout au long de ce chemin du progrès qui est nécessaire, hein, de la mesure régulière, de la mesure un peu plus poussée, par exemple, pour approfondir, je sais pas, une analyse de la politique de formation, qui peut être un élément qui aura été détecté dans la colonne vertébrale, qui est l'enquête annuelle. Et pourquoi pas aider d'accompagner une direction qui est en pleine transformation sur des sondages pour la gestion du changement de cette transformation, par exemple. Voilà. Donc il y a vraiment un accompagnement progressif qui peut se faire et l'outil doit être super simple pour que tout le monde puisse l'utiliser. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais vraiment n'hésitez pas. On a à peu près nous fini en tout cas notre dispute. Est-ce que tu as un mot de la fin, s'il te plaît, ou un élément complémentaire que tu n'aurais pas dit, Cécile? Écoute, je sais pas, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est en effet comment s'articule l'ingénierie d'un dispositif d'écoute dans son ensemble, bien cadencé, bien rythmé, pour que ça corresponde et sans trop sursolliciter les collaborateurs non plus, parce que sinon ça peut être compliqué. Mais si on arrive à avoir un dispositif d'écoute qui touche bien sa cible, bien son objectif, ça sera d'autant plus facile de l'apprivoiser pour les collaborateurs et puis finalement que ça devienne une habitude. Et là, quand ils rentrent dans les usages, on a vraiment gagné parce que ça va vous permettre de piloter au plus près l'opinion, l'engagement ou des sujets plus ciblés. Voilà. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que, en tout cas, Zest et OBA, c'est vraiment, en tout cas, l'occasion et le partenariat d'avoir un dispositif d'écoute qui va être gagnant dans le sens où il va servir votre performance à vous. Voilà. Et n'hésitez pas. Pardon. Vas-y.
Et n'hésitez pas je pense que l'architecte, enfin, c'est un peu comme la parabole de la cathédrale. Il faut pas forcément vouloir tout faire d'un coup. Mais par contre, d'anticiper et de définir un peu votre cible. Est-ce que tu peux te mettre en mute ici? Désolé. Et de pouvoir anticiper ce que vous allez faire parce qu'il y a des dispositifs, des usages qui vont nécessiter des actions de fond qui vont prendre un peu de temps. Et puis, parfois, il faut être un peu tactique, entre guillemets. Peut-être commencer, on parlait sur la culture de l'anonymat imposé, on va dire ça comme ça. Peut-être de tester l'usage de l'anonymat au choix du collaborateur. C'est une fonctionnalité qu'on a dans ZES. Vous pouvez faire un sondage où vous laissez le choix au collaborateur de choisir entre l'anonymat ou la réponse publique. Et donc, en le faisant peut-être sur un sondage moins à enjeu, on va dire ça comme ça, où il y a une dynamique d'amélioration participative, eh bien, vous allez peut-être pouvoir faire une première étape qui va pouvoir le faire, et vous pouvez le faire de manière différenciée dans l'organisation. Donc, il y a vraiment ce côté architecte et chef d'orchestre de cette transformation, parce qu'au final, ce dispositif, il est un incroyable révélateur, marqueur de votre culture d'entreprise et de votre qualité, j'ai envie de dire presque, de performance du management à l'écoute empathique, on va dire, pour faire en sorte que votre relation qui reste très humaine, eh bien, soit mobilisée, engagée et suive les stratégies, les adapte, éventuellement vous fait des retours pour les rendre meilleurs dans l'exécution. Voilà. Donc c'est tout ce formidable, je trouve, avec Cécile, on trouve que ce rôle-là, ce rendez-vous-là, il est, comme on l'a dit, important, indispensable, et il est quand même assez sympa, assez excitant à faire. Et la fonction RH, alors on a des clients qui ne sont pas que de la fonction RH, mais la fonction RH, clairement, a cette légitimité de pouvoir faire évoluer ce qu'elle faisait avant, et notamment en faire une colonne vertébrale. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, si on a tout abordé de manière très très claire. N'hésitez pas en tout cas à partager aussi vos retours d'expérience. En attendant, peut-être que vous réfléchissiez à des questions. Je vous rappelle qu'effectivement, dans ZES, on vous met à disposition un certain nombre de contenus via notre site, dans le blog en particulier. Vous allez avoir, par exemple, un article sur le INPS, on parlait de symétrie des attentions, qui peut être très intéressant, puisque le NPS vient de la mesure de la satisfaction, enfin, un certain élément de la satisfaction des clients, et il a été adapté aux collaborateurs. Vous avez des témoignages de nos clients aussi, qui peuvent vous intéresser. Et puis, on a d'autres webinars. On parlait de transformation. On reçoit Akoya pour parler de transformation justement humaine. Et puis, j'aurai le plaisir d'animer 2 autres webinars au mois de juin. Un sur une autre pratique d'écoute, mais on va dire au niveau micro, on va dire, de l'écoute, qui est vraiment la relation one-to-one entre le manager et le collaborateur. Et puis, on discutera, si vous êtes d'accord, tous ensemble, des bonnes pratiques ou des bonnes idées, des bons trucs pour pouvoir se préparer pour la rentrée. Voilà, en profitant des vacances, peut-être pour réfléchir et pourquoi pas pour commencer à dessiner le dispositif d'écoute que vous mettrez en place à la rentrée. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser ces ressources, elles sont faites pour vous. Et voilà, n'hésitez pas aussi, bien entendu, à nous solliciter. Vous avez mon adresse email. Et si vous avez des sollicitations pour Cécile, je serais ravi, bien entendu, de vous les faire, de vous mettre en relation. Moi, j'ai une question. Est-ce que ceux qui sont connectés, par exemple, ont déjà mis en place des dispositifs, on parlait de Pulse par exemple, de partage d'humeur, donc n'hésitez pas à partager tout ça. De ton côté, Cécile, quels sont un peu est-ce que tu confirmes que les porteurs un peu de ces réflexions concrètes sur les dispositifs d'écoute, c'est toujours et avant tout la fonction RH, ou est-ce que tu commences à voir éventuellement d'autres acteurs qui participent au moins à la discussion? La discussion, en fait, vraiment dans ce qu'on observe, elle n'est pas uniquement auprès des RH. C'est vrai que souvent, on a eu ça, l'outil des RH pour les RH, et donc finalement, les plans d'action reposaient sur les RH. Aujourd'hui, non. Pourquoi? Parce que justement, l'écoute est devenue stratégique à tel point qu'elle intéresse vraiment les comités de direction. Il n'est pas rare que les directeurs généraux, les directeurs opérationnels soient vraiment sponsors et soient vraiment les moteurs, les déclencheurs de dispositifs d'écoute parce qu'ils sont convaincus que c'est vraiment un atout. Donc ça, c'est important. Après, les RH sont souvent sollicités et
opérationnels. Enfin, pour le coup, c'est vrai qu'ils vont aller récupérer les bases, le fichier, qu'ils vont organiser les choses avec nous et avec eux, on va faire l'ingénierie d'ensemble. Mais c'est vrai que les sponsors sont de plus en plus des comités de direction, des directeurs généraux, et les actions sont de plus en plus à la main des managers aussi. Il ne s'agit pas de faire des plans d'action qui seraient un millefeuille de 30 actions, c'est pas ça. C'est juste de trouver comment infléchir, comment changer un peu le système pour améliorer les choses. Ouais, et c'est vrai que nous, avec ces derniers mois ou trimestres maintenant particuliers qu'on a vécu, on a constaté deux choses. La première, c'est que les comités de direction, voire même les dirigeants eux-mêmes, pour certains, effectivement, on dit il faut qu'on écoute nos collaborateurs. Comment vont-ils? Comment ils sont impactés personnellement en termes de quelque part de soutien et d'empathie psychologique par rapport à cette situation très particulière sur laquelle tout le monde était impacté. Et donc, on a eu, entre guillemets, des commandes qui venaient directement des dirigeants par rapport à cette, finalement, on va dire, enjeu qui est souvent traité par la RH. Et puis, la deuxième chose, c'est que ça commençait déjà avant. On a notamment quelques clients dans le retail qui avaient commencé ça depuis plusieurs années. Mais on a une accélération de ce sujet de la symétrie des attentions. Où le fait que la satisfaction des collaborateurs est liée au degré d'engagement et de satisfaction des clients et degré à ceux des collaborateurs. Et donc ça, c'est vraiment un élément de type direction générale opérationnelle sur lequel il y a un partenariat assez fort entre l'ARH et le business qui sont bien entendu très intéressés par ces nouveaux dispositifs. Alors, je vois qu'il y a des questions, il y a quelques premières réactions de Claudine notamment. Ouais. J'aimerais bien pouvoir répondre à ça. Ouais, par rapport au temps, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment une réaction tout à fait naturelle, Claudine, de dire, mais si on fait plus souvent de mesures, voilà, est-ce qu'on va vraiment avoir le temps d'agir, d'analyser, d'agir? Voilà, je te propose, Cécile, de donner un exemple. Ouais, je veux bien. Cette question, elle m'intéresse beaucoup parce que, en fait, quand on regarde bien, la question est où est le centre de gravité décisionnel, en fait? Qui prend la décision des actions? Et c'est vrai que si on se place au niveau d'une entreprise et qu'il faut changer une politique de mobilité, de recrutement ou de rémunération, ça prend du temps. En revanche, et c'est là où c'est aussi l'astuce, c'est que bien souvent, les actions, elles sont en fait à la main des managers, voire à la main des collaborateurs. Et là, ça peut aller très vite. Par exemple, nous, on anime pas mal des groupes qui sont qu'on appelle climacteurs. Ça s'appelle des climacteurs. L'idée, c'est qu'on a un groupe pluridisciplinaire de collaborateurs ou de managers intermédiaires qui vont choisir les actions que l'organisation va vouloir mettre en œuvre et que l'on va aider tous les 2 mois. Hein, en gros, ils se rencontrent tous les 2 mois et c'est nous qui les aidons à faire en sorte qu'entre chaque réunion, eh bien, ils ont mis en place, testé, ils se sont trompés, ils ont recommencé, ils ont essayé de mettre en œuvre, d'expérimenter leurs idées. Eh bien, quand on fait ça, déjà, ça les rend responsables. Donc, le centre de gravité décisionnel, il n'est pas uniquement sur la DRH ou sur la direction, il est bien chez eux. Et du coup, les actions, on a toutes les chances pour qu'elles soient visibles, perçues, ne serait-ce que parce que le processus du test and learn, il est visible. Oui, et effectivement, il y a ce degré d'accompagnement un peu différencié avec des acteurs du changement, hein, des champions, on va dire comme ça, de l'amélioration. Et puis, il y a aussi simplement le fait d'accepter qu'on va pas faire le grand écart du jour au lendemain et qu'on va peut-être faire un peu de souplesse progressivement. Et donc, d'anticiper son degré, sa capacité à pouvoir faire ce qui est important, on l'a dit, décider et agir pour améliorer. Et donc nous, clairement, on n'est pas très fan, faut vous le dire, des sondages très récurrents toutes les semaines, tous les 15 jours, avec 6-7 questions différentes, parfois même un peu aléatoires, parce que vous allez avoir, mais à la fin, en 1 mois ou 2 mois, vous allez avoir 18 sujets à traiter. Et on sait que ça, c'est pas possible. Donc il vaut vaut mieux être un peu frugal au début et bien poser les questions, approfondir les sujets qu'il nécessite et agir pour pouvoir créer cette dynamique de progrès qui fera que répondre à un sondage sera
utile comme perçu comme utile par tous les collaborateurs. Et puis surtout, vous aurez des améliorations. Donc voilà, il faut pas avoir dans notre message de la modernité, il faut que ça soit tout le temps fréquent, etc. Non, ça passe au filtre. Alors évidemment, il faut peut-être un peu stretcher votre mobilisation pour pouvoir agir mieux et plus vite que ce que vous faisiez avant. Et avec deux clés, c'est la politique des petits pas et la communication interne pour bien dire ce qui est en train de se faire et de se jouer. C'est très important. Ouais, et Chris, enfin, qui peut-être est toujours là, nous partagé un retour d'expérience sur la création d'un baromètre très localisé, on va dire, dans une équipe. Et ça, oui, enfin, ça fait partie de ces initiatives autour, on va dire ça comme ça, de cette colonne vertébrale qui à la fois, parce qu'elle est entre guillemets importante, lourde, qu'on va pas la faire tous les matins et il n'y a pas d'utilité même, au contraire, de le faire régulièrement, mais qui est un peu comme l'église au centre du village, hein, c'est tout le monde va être concerné par ça. Là, vous pouvez faire des sondages beaucoup plus adaptés à des contextes et des besoins spécifiques et être en mode co-construction. J'adore la proposition le témoignage de Chris, parce que c'est effectivement ça que l'on propose et c'est de plus en plus, comme tu le disais sur les clima-acteurs, dans des démarches de co-construction, de co-action aussi, de co-développement. Donc, merci pour ça. Et Claudine, voilà, qui effectivement pour les problèmes, enfin pour le challenge d'adresser les populations itinérantes ou qui sont tout simplement dans des usines, dans des entrepôts, des magasins, eh bien il y a des dispositifs. Hein, j'ai un exemple en tête pour une entreprise dans le retail de luxe, enfin, voilà, qui fait de la fabrication aussi. On a fait un baromètre il y a quelques temps au niveau mondial. Il y avait 4 continents, 3000 et quelques personnes, et ils ont atteint un taux de réponse de 95% avec Zest, avec des populations très très terrain et qui n'avaient pas du tout. Et donc c'est et d'autres encore plus, on va dire, sur des usines. Donc, effectivement, il faut l'anticiper. Il y a la possibilité de se connecter depuis n'importe quel ordinateur qu'on peut mettre à disposition dans un lieu, éventuellement d'accepter, parce que c'est sur la base du volontariat qu'il utilise son ordinateur personnel, il ne mettra pas forcément d'informations personnelles dans l'usage de ZES. Enfin, voilà, il y a des façons différenciées et pour pouvoir adresser tout le monde, mais c'est vraiment important, parce que vous le savez certainement, Claudine, ces personnels techniques sont certainement stratégiques pour vous dans la performance finalement de votre entreprise. Donc voilà, on a un petit peu débordé. Merci pour vos questions, vos témoignages. On espère avec Cécile que ça vous a intéressé. Si vous regardez ça en replay, eh bien profitez-en, voilà, et partagez ça autour de vous. Devenez voilà les architectes de ce dispositif. C'est une belle opportunité de rendre votre entreprise, on va dire, plus avec un nouvel outil qui va l'aider à rendre l'entreprise plus épanouissante et performante. Donc on parle d'empathie organisationnelle, on va dire, et voilà, c'est vraiment une belle opportunité et sur lequel on peut vous accompagner, en particulier avec Cécile d'OBA, que j'étais ravi de recevoir ce matin. Merci Cécile. Un mot de la fin ? Merci David. Merci David. Bon, bah, c'était un mot intéressant. Merci pour ça. C'était un grand plaisir. Merci à tous aussi. À très bientôt. Voilà, n'hésitez pas à revoir en replay. N'hésitez pas à nous solliciter directement. Voilà, on est passionné par ce sujet et on serait ravis de vous accompagner. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.